Bonjour et bienvenue chez Rouge-Gorge Post-Production. Je suis Robin Erard, réalisateur et coloriste basé à La Chaux-de-Fonds en Suisse. Je vous présente aujourd'hui le logiciel développé en interne Rouge-Gorge Subtitles, destiné à simplifier l'édition de sous-titres, mais surtout à la rendre le plus visuelle possible. On y va. Voici, le logiciel se présente sous la forme d'une fenêtre principale et d'un player vidéo, que je vais positionner ainsi sur l'écran. L'intérêt du logiciel est qu'il s'agit d'un logiciel What you see is what you get, c'est-à-dire ce que vous voyez à l'image dans la fenêtre vidéo va être exactement ce que vous allez avoir en projection DCP ou lors d'un rendu vidéo. On va importer deux fichiers, deux SRT en 25 images par seconde, le film étant en 25, et la version anglaise également, ainsi que le film correspondant. Et je vais naviguer sur les premiers sous-titres. Par exemple, celui-là. Ce que l'on voit dans la fenêtre vidéo à droite est exactement ce que vous allez avoir dans le rendu vidéo, mais également en projection DCP en salle de cinéma. C'est-à-dire que si je déplace le sous-titre sur la gauche avec un simple raccourci, ou en hauteur, avec des sauts de ligne, vous allez avoir exactement le même rendu en salle de projection. Je peux évidemment éditer les italiques, mettre en italique le texte, ou retirer les italiques. Regardons à présent un peu plus en détail la fenêtre d'édition des sous-titres, la fenêtre principale, et on passera sur la fenêtre vidéo dans un second temps. J'ai voulu quelque chose de simple, visuel et intuitif, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'éléments que l'on perçoit très rapidement lors d'un défilement ou d'un scroll de l'ensemble des sous-titres. La colonne qui effectivement marque tout de suite l'œil, c'est la colonne CPS qui nous donne les indications de caractères par seconde. La norme, elle est établie dans le bas de la fenêtre, ici 17, ça veut dire qu'on considère que l'œil humain ou le lecteur standard ou la lectrice standard est capable de lire 17 caractères par seconde. Tout ce qui est en vert indique que l'on est plus ou moins correctement dans la norme. Quand on dépasse légèrement la norme, ça devient violet. Quand c'est en orange, ça veut dire qu'on a laissé probablement trop de temps pour la lecture du texte. Et là, je ne crois pas qu'il y en ait. Oui, il y en a un ici. Quand c'est en rouge, ça veut dire qu'on dépasse largement le CPS visé. Alors évidemment, si vous avez quelques sous-titres dans l'ensemble d'un film qui ne respectent pas la norme CPS ou qui la dépassent, ce n'est pas trop grave. L'idée, c'est plutôt de vous donner une idée globale de la quantité de sous-titres qui serait hors norme. La colonne d'à côté, CPL, caractères par ligne, nous indique le nombre de caractères autorisés par ligne de sous-titres, la norme étant de 42 caractères, c'est également ce qui est affiché ici en bas. Si je venais à descendre cette norme à 10 caractères, par exemple, pour l'exemple, on voit tout de suite que la colonne CPL indique des points d'exclamation rouges, et là ça nous dit que dans le sous-titre concerné, eh bien, il y a plus de caractères que vous l'avez indiqué dans la norme en bas. La colonne IT, pour italique, nous indique très rapidement la présence d'éventuels italiques dans un sous-titre, qu'il s'agisse d'italique qui englobe le sous-titre complet, comme c'est le cas ici, ou éventuellement d'un sous-titre qui contiendrait un seul mot en italique. On va donner un exemple ici. Donc, Enter. Et je vais sélectionner cette portion du texte ici que je passe en italique. La colonne italique se met à jour. Il y a un X, ça indique la présence d'une balise italique dans le texte. Ce qui est très pratique quand on veut rapidement parcourir un bloc de sous-titres en se disant voilà, de cette portion à cette portion, il doit y avoir des italiques. Ben voilà, on arrive vite à le contrôler. La colonne décalage, on l'a vu avant, c'est le nombre de lignes de décalage vers le haut ou vers le bas. Je vais monter de 3 lignes par exemple ici. Vous pouvez le faire avec un raccourci clavier ou avec le menu contextuel. Donc l'ensemble du logiciel est construit sans menu dans la barre des menus en haut, il n'y a aucun menu, et tout se passe entre les boutons de la gauche de la fenêtre et les menus contextuels. Même chose ici, on peut faire un déplacement à gauche du sous-titre. Tout ceci fonctionne avec des raccourcis clavier également pour simplifier la tâche. Vous pouvez sélectionner plusieurs sous-titres d'un seul coup et envoyer tous ces sous-titres à gauche par exemple, ou monter tous ces sous-titres d'une ligne en plus.
La colonne texte sert évidemment à éditer le contenu de vos sous-titres. Voilà, on va par exemple sélectionner un sous-titre, le 296e, que j'édite avec la touche Enter. Vous pouvez modifier le contenu de ce sous-titre dans la zone de texte, également son timecode, soit en entrant manuellement avec la touche Tab ou au clavier comme vous le voulez, ou avec les touches plus ou moins pour incrémenter d'une image le point d'entrée et le point de sortie. Vous avez des informations de contenu de ligne en dessous. Ici, on voit que la ligne 1 contient 23 caractères, les lignes 2, 20 caractères. Et le CPS est également indiqué dans la couleur actuelle, c'est-à-dire que si vous aviez un CPS trop rapide, cet affichage basculerait en orange, en rouge, en violet ou en vert, comme c'est le cas ici. En sélectionnant OK, vous confirmez le sous-titre. En bas de la fenêtre, nous l'avons vu avant, des informations de limite CPL, de limite CPS, mais également le choix de la police. Ce choix n'a pas d'influence sur la sortie DCP que j'ai normée en Arial volontairement. C'est la police la plus utilisée. S'il y avait des demandes à l'avenir, on pourrait éventuellement choisir d'autres polices, mais je le déconseille tout de même. La taille de la police pour les exports vidéo et les exports, on va le voir après, en ProRes transparent avec une couche alpha qui contient les sous-titres et les ombres portées dans le cas des exports vidéo, et ça ne concerne pas du tout les exports XML. On l'a vu, on peut importer autant de sous-titres qu'on le souhaite. Ils s'ouvrent tous dans les onglets en haut. On peut modifier le nom de ces onglets facilement. J'enlève par exemple ici l'extension SRT. Voilà. À présent, tous les exports qui viendraient de ces onglets vont prendre le nom des onglets que l'on voit au-dessus. Importer XML au standard XML de DCP. Exporter SRT, bien, on réexporte au standard SRT. Exporter XML, on exporte au standard XML DCP, que ce soit en SMPTE ou en interop. Les deux formats existent quand on fait du DCP. Je vous fais un petit exemple ici. Dans le cas d'un export SMPTE de cette piste, je choisis la langue, c'est de l'anglais, la taille de police 42, le nom de la piste, on va appeler ça un ami EN, puis on va nous demander le nom du fichier que je vais mettre dans un dossier XML et je sauve. L'export a été fait avec succès dans le dossier XML. Et là, deux fichiers ont été générés, l'export XML, évidemment, et la police de caractère utilisée qui est immédiatement et automatiquement copiée dans le dossier. Et donc ça, c'est très intéressant quand vous faites des sorties DCP parce que ça permet justement d'associer une police à votre export XML. Et la police provient du logiciel, uniquement Arial pour l'instant. Exporter en ASS, c'est un format qui ressemble un peu au SRT, qui est supporté par passablement de logiciels de sous-titrage et qui, à la différence du SRT, permet d'exporter des positionnements, des polices de caractères particulières, des couleurs également de polices. Donc voilà, j'ai ajouté cet export ASS là qui peut être utile selon avec quel laboratoire vous allez travailler. Toutes les opérations d'offset peuvent se faire soit avec le bouton ici Offset ou Convertir, mais également avec les menus contextuels. Le bouton Offset ici a une influence sur l'ensemble de la piste de sous-titres. C'est un offset global. Généralement, mais ça arrive assez souvent, on reçoit des sous-titres avec un offset d'1 heure, simplement parce que le master vidéo a été fait avec un timecode qui commence à 1 heure et pas à 00. Eh bien, avec ce système d'offset-là, on peut décaler l'ensemble de la piste de moins 1 heure à ce moment-là. Il suffirait de rentrer les valeurs. Je vais le faire ici avec un décalage positif de 1 heure. Vous allez voir, tous les sous-titres vont passer à 1 heure plus tard. Et si on va dans l'autre sens, avec un offset de moins 1 heure, c'est-à-dire en négatif, on enlève 1 heure à l'export des sous-titres. Convertir FPS, ça nous permet de convertir l'ensemble du projet.
Donc un projet est composé des différents onglets de sous-titres qui sont ouverts dans le haut de la fenêtre. Ici, il y en a deux, Anami FR, Anami ENG. Quand je convertis le FPS, ça affecte l'ensemble des projets. C'est volontaire, ça évite d'avoir des mélanges de cadences dans un même projet. Et la meilleure solution, c'est si jamais vous travaillez avec des cadences différentes, eh bien, c'est d'avoir deux projets, un projet en 24, un projet en 25, ou dans d'autres cadences si vous le souhaitez. Là, on a un projet qui est en 25, c'est indiqué en bas à droite dans la fenêtre. Et je vais le passer en 24 pour l'exemple. Voilà, c'est fait. Automatiquement, les sous-titres sont recalculés pour l'ensemble des deux tables ici de sous-titres, Anami FR, Anami EN, en 24 images par seconde. Ce n'est pas la cadence du film. On va repartir en 25. Vous avez des outils de conversion ou d'offset qui concernent la sélection en cours. Offset de TC sur la sélection, ça vous permet d'offsetter le timecode de ce sous-titre ou des sous-titres sélectionnés. Là, on va le lancer pour qu'on voit bien, on va l'envoyer à 3 heures. Ce sous-titre disparaît. Si on va en bas de la liste, il est bien ici, il est parti à 3 heures. C'est annulable. Il disparaît et il revient à son emplacement d'origine. Vous pouvez utiliser une option qui s'appelle Offset OTC, une option qui est assez pratique dans le cas où vous auriez travaillé avec une piste de sous-titres qui ne contiendrait pas encore des éventuelles bobines de producteurs ou d'amorces pré-film. Là, vous pourriez vous dire, ben voilà, difficile de calculer l'offset à la main, eh bien, vous pourriez vous dire, voilà, je sais que ce sous-titre-là, qui est dans l'exemple, et ce n'est qu'un exemple, à 41 minutes 11-18, vous savez qu'il devrait être en réalité à 42 minutes 11-18, et en pressant OK, l'offset va le calculer sur l'ensemble de la table pour l'envoyer au bon timecode. On le voit ici, le sous-titre a bien bougé à 42 11-18, ainsi que l'ensemble de la table de sous-titres. Passons à présent aux exports vidéo. Il y en a deux possibles dans le logiciel, deux que j'ai considérés comme utiles à mettre en place. Le premier concerne un export en ProRes 4444, c'est-à-dire avec la couche de transparence des sous-titres. Ça signifie que vous allez avoir une piste vidéo totalement transparente, à l'exception des portions de sous-titres. L'intérêt, c'est que vous pouvez à ce moment-là prendre la piste vidéo et la poser sur l'ensemble d'un export vidéo. Je vais le faire sur quelques sous-titres pour l'exemple, les 10 premiers, et je vais faire un export en alpha. Vous choisissez la résolution de sortie. Évidemment, essayez d'être cohérent avec l'export vidéo sur lequel va être placée la piste. Le conseil est d'éventuellement sortir dans une résolution supérieure, comme ça vous pouvez facilement le coller sur une résolution inférieure. L'export que l'on s'apprête à faire ici va tenir compte de la police choisie, de la taille de la police et de l'ombre portée choisie ici dans les 3 options en bas de la fenêtre principale. L'encodage peut être fait beaucoup plus rapidement sur les Mac M1, M2 et suivants puisqu'on utilise un autre système d'encodage. Ici, je suis sur un Mac Intel encore. Voilà, l'encodage est terminé. Ça nous amène au dossier qui contient l'export des sous-titres en couche alpha. Donc, tout ce qui est noir est transparent. Pour la démonstration, je vais simplement glisser la piste de transparence de sous-titres dans DaVinci Resolve et la placer au-dessus de la piste vidéo. Mama, didn't we not start asking that people at school? Export vidéo à présent. Eh bien là, on exporte simplement les sous-titres avec la vidéo dessous. Vous choisissez 2 qualités possibles, moyenne ou haute, dans la résolution native du film ou en HD. C'est un export de preview qui se fait en H2 6.4. On va créer un dossier H2 6.4 et on exporte. L'export vidéo prend évidemment du temps puisqu'il s'agit d'un long métrage. Voilà, une fois l'export fait, le Finder s'ouvre automatiquement sur le fichier rendu et on va voir que les sous-titres sont intégrés à ce fichier H2 6.4. Et on passe à la suite. Les raccourcis clavier, eh bien, vous avez simplement une liste de raccourcis clavier
que vous pouvez utiliser dans l'ensemble du logiciel. Le manuel utilisateur est plutôt détaillé. Et l'outil recherche permet de rechercher des mots à l'intérieur de l'onglet de sous-titres actuellement actif. Si je prends l'onglet sous-titres et que je cherche le mot maman, il y a 3 endroits où il se trouve. Ça nous permet rapidement de faire un repérage. Passons à présent au player vidéo. Ça se présente comme ça. La fenêtre de droite, que vous pouvez placer où vous souhaitez évidemment, et la fenêtre de gauche. Tout ce qui se passe dans la fenêtre de gauche a une influence sur ce qui va se passer dans la fenêtre de droite. Si on parcourt de sous-titre en sous-titre, eh bien, on voit que le player est envoyé sur le sous-titre concerné de la fenêtre de gauche à la fenêtre de droite. Même chose si dans la fenêtre de droite on saute de sous-titre en sous-titre, eh bien, c'est également déplacé dans la fenêtre de gauche, dans la table de sous-titres. En mode lecture, c'est la même chose. Si je lis cette portion du film, on va voir le défilement des sous-titres à gauche, synchronisé avec l'image à droite. Je profite d'être sur ces sous-titres-ci pour vous montrer ces 2 blocs de sous-titres avec un timecode out et un timecode in en rouge. Cela indique simplement qu'il y a un écart de moins de 4 images entre les 2 sous-titres, ce qui est normalement pas autorisé, mais il n'y a aucun interdit. On peut modifier le point d'entrée ou point de sortie d'un des sous-titres avec les raccourcis clavier ou en éditant le sous-titre et en changeant son point d'entrée ou point de sortie. Concernant le placement des sous-titres, on a vu le placement temporel des sous-titres, synchrone avec la table des sous-titres à gauche, mais par exemple, tout ce qui se fait également à gauche en termes de placement géographique, c'est-à-dire gauche, droite, centre, haut et bas, est répercuté immédiatement dans la fenêtre de Preview vidéo. Là, je vais déplacer ce sous-titre sur la gauche, il indique Left dans la colonne placement, et il apparaît à gauche dans la fenêtre vidéo, même chose, je l'envoie à droite, et si je relève les lignes, là, je fais un saut de ligne de 4 lignes de décalage. On voit ici dans la fenêtre 4 lignes de décalage. Même chose depuis la table des sous-titres. Si j'édite la table des sous-titres avec un clic droit, décalage de ligne, et que je mets ce sous-titre-là à 2 lignes, automatiquement, il va se mettre à 2 lignes dans le player vidéo. On va le remettre à 0 ligne. Et on peut passer en revue les différents boutons et options de la fenêtre du vidéo player. Les boutons avant-arrière pour choisir un sous-titre en amont ou en aval, avancer, reculer d'une image évidemment, et dans les outils classiques, les boutons JKL utilisés dans n'importe quel logiciel de montage fonctionnent également avec une lecture rapide avec plusieurs pressions sur la touche J. Voilà. Alors ici, on a un H265 qui est un peu lourd, donc effectivement, le rendu n'est pas forcément fluide, mais sur un H264 ou un ProRes, vous allez avoir un rendu tout à fait fluide. Sauter au point out, ça nous amène au point out du sous-titre concerné. Il disparaît, c'est normal, car la norme en sous-titrage est que le point in est inclusif, alors que le point out du sous-titrage est exclusif. Ça veut dire qu'au moment du point out du sous-titre, le sous-titre n'est plus affiché à l'image. On peut ajouter facilement les sous-titres. Je vais en rajouter un ici. Soit avec le bouton « Ajouter sous-titres ». Ça change la couleur des timecodes qui étaient orange. Le timecode in devient en vert. Il a pris l'empreinte in à 3,4620 ici. Et il nous dit qu'on peut choisir le timecode out, soit en définissant un point out avec le bouton ici, ou en pressant la touche O. Voilà, la fenêtre d'édition de sous-titres apparaît avec le point in et le point out choisi. On peut ajouter un sous-titre. Voilà, il apparaît synchronisé à l'image et le player revient automatiquement au point d'entrée d'insertion du sous-titre. Vous pouvez éditer le point d'entrée et point de sortie de chaque sous-titre de plusieurs manières, soit en éditant le sous-titre avec un double clic ou en pressant sur la touche Enter du sous-titre actif. Le sous-titre apparaît dans cette fenêtre. Vous pouvez modifier les points in et points out avec quelques clics.
Ou vous pouvez, depuis le player, et ça c'est une fonction plutôt intéressante, décider d'entrer le sous-titre plus tôt ou l'entrer plus tard, avec une incrémentation à chaque fois d'une image. Si je souhaite entrer ce sous-titre qui est à 3,46,20, mais plutôt j'aimerais l'entrer à 3,46,21, eh bien il suffit que je décale le point d'entrée plus tard. Là, je suis allé jusqu'à 3,47,00 et automatiquement à gauche, on voit que la table se met à jour. Si je souhaite l'entrer plus tôt, eh bien, je peux aussi le faire. Si je souhaite sortir plus tôt le sous-titre, je peux le faire, ou plus tard. Le petit bouton case à cocher qui se trouve en bas à gauche de la fenêtre, synchroniser couleur CPS, permet simplement d'afficher les couleurs de la colonne CPS au-dessus du sous-titre, ou disons de coloriser le sous-titre dans la couleur de la colonne CPS. Voilà, celui-ci est en vert, tout va bien. Ça vous permet de faire une rapide révision des sous-titres, d'autant plus que si vous travaillez en plein écran, vous n'avez plus vision sur la table et ça vous donne une idée rapide de la lecture des sous-titres. L'autoplay lors du spotting, c'est une fonction vraiment destinée à la prise de sous-titres. On l'a vu avant, lorsque l'on insère un sous-titre et qu'on valide son insertion, le player retourne automatiquement au TC in du sous-titre. Ça nous permet de savoir si le sous-titre est entré au bon endroit et éventuellement d'ajuster son point d'entrée ou le point de sortie. Lorsque l'on clique sur Autoplay lors du spotting, le player va sauter 1 seconde avant le sous-titre, se mettre à lire l'extrait du film jusqu'à 1 seconde après le sous-titre. Donc on fait un exemple ici, j'insère un sous-titre, TC out, nouveau sous-titre. Et le player s'arrête une fois la lecture terminée. En double-cliquant sur le timecode en haut en vert, vous pouvez entrer un timecode auquel vous souhaitez envoyer le player, à 1 heure par exemple. Reste à présent à voir comment on sauve un projet et de quoi est constitué un projet. Je vais fermer la fenêtre vidéo ici. Nous avons 2 pistes de sous-titres et je vais enregistrer le projet. Automatiquement, un nom est proposé, on va le garder. Le projet est sauvegardé. Un projet, à la différence évidemment des exports SRT, XML ou AAS, un projet contient l'ensemble des onglets ouverts, mais également le lien avec la vidéo que vous auriez éventuellement utilisé pour les sous-titres. Donc on va fermer les onglets. Voilà, on repart d'un nouveau projet vierge et on va charger le projet que l'on vient d'enregistrer, celui-ci. Et voilà, donc le projet est ouvert et la fenêtre vidéo concernée est également ouverte. Voilà, la démo est terminée. L'idée, c'était vraiment de vous présenter rapidement, pas forcément dans un film très dynamique, l'ensemble des options de Rouge Gorge Subtitles. Le logiciel est d'ores et déjà en vente. Il suffit de me contacter à l'adresse qui va s'afficher en dessous de votre écran. Merci beaucoup.